Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle et dernière édition de l'Actu avant la pause estivale. Au sommaire, notamment la réforme des services industriels de Nyon qui attendra une patinoire temporaire à Perrois et le refus du projet de salle de concert à Gland. Les élus nyonnais renvoient donc le projet de réforme des services industriels à la municipalité. La droite souhaite l'ouverture du capital au privé, alors que la gauche entend bien le garder exclusivement entre les mains des communes. Florian Cavalleri. Merci. Qu'est-ce qui demandait ce rapport de majorité ? Le rapport de majorité demandait un refus net par rapport au préavis numéro 87. On ne se retrouvait pas par rapport à la stratégie. Pour nous, il n'y en avait tout simplement pas. Par rapport à la vision et puis aussi, tout bonnement, l'importance que le service public, les services industriels restent en main de la ville. C'est vous qui avez signé le rapport de minorité concernant les SI, mais qu'est-ce qui demandait ce rapport de minorité ? En globalité, il demandait à ce qu'on puisse clarifier la gouvernance des services industriels. Le but, c'est justement de ne pas concentrer l'entier des pouvoirs à la municipalité, mais de laisser le champ à des actionnaires privés, à d'autres institutions, d'entrer dans le capital action de groupe SISA et ainsi de pouvoir avoir un droit de parole à l'Assemblée générale. Même si la minorité de blocage n'aurait pas été atteinte avec ce qu'on proposait, donc la municipalité aurait gardé l'entier du pouvoir au final, l'entier de la maîtrise totale des votes. Néanmoins, avec des personnes autres que la municipalité au sein de cette Assemblée générale, d'autres avis auraient pu être émis, et justement c'est ce qu'on a recherché et on a vu qu'aujourd'hui l'amendement a été largement accepté, donc j'imagine que ça va être une demande qui va être réalisée par la municipalité dans sa nouvelle mouture des statuts de groupe SISA. Non à l'autonomisation, c'est finalement le mot d'ordre de la gauche, mais est-ce que là on n'est pas finalement dans le dogme ? Non, je crois qu'il y a eu plusieurs interventions ce soir qui allaient dans ce sens pour rappeler qu'on n'était pas dans le dogme. On a vraiment conscience qu'on est dans un monde au niveau énergétique en pleine évolution, qu'on doit changer, on doit s'adapter, on doit avoir une vision. D'ailleurs, on en a une, on a envie d'en avoir une. On ne préconise pas le statu quo, vraiment pas. Et je ne crois pas qu'on vit dans un dogme, non. Et notre service public ne doit pas être dogmatique, bien au contraire. En amont du débat, vous avez déposé un postulat intitulé « Pour une structure des services industriels, adapter une stratégie et à des objectifs ambitieux ». Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, on imaginait que le préavis pouvait être refusé ce soir, et au motif, et c'est le principal motif de notre refus à ce préavis municipal, c'est qu'il manque clairement une stratégie des objectifs clairs pour l'avenir des services industriels, pour savoir quel rôle ils vont jouer dans le développement de l'énergie dans les années à venir. Ce postulat, qui a été soutenu en entrée en matière par une grande majorité du Conseil, demande à la municipalité de revenir, de prendre une autre méthode pour faire ce préavis et de déterminer dans un premier temps une stratégie et de définir ensuite, si c'est nécessaire, des modifications de la gouvernance. C'est l'un des préavis de cette législature et il vous a été renvoyé, on peut le dire, dans les dents. Quelle est votre réaction ? Alors, ma réaction est assez claire. Je n'ai pas pris dans les dents. Il a été renvoyé en municipalité. C'est un choix qui a été fait par le conseil communal parce qu'il estimait que tant dans le rapport de majorité que dans le rapport de minorité, il y avait quelques manques quant aux objectifs clairs de l'avenir. Donc pour moi c'est plus un renvoi pour complément qu'un simple renvoi dans les dents comme vous dites. En tout cas, je ne prends absolument pas ça comme un échec, bien au contraire, c'est simplement le meilleur moyen d'avoir par la suite une majorité plus grande de la part du Conseil, parce qu'on les aura écoutés. Voilà, et justement, il est avec nous, Vincent Acker, bonjour. Bonjour. Municipal en charge des services industriels à Nyon. Alors là, bien compris, vous ne le prenez pas personnellement, mais néanmoins, c'est quand même un désaveu assez important pour la municipalité, dont c'est le deuxième essai, le premier datant de 2009. Alors,
Des aveux, pas forcément. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément de lien avec l'essai de 2009, qui prenait une autre tournure, c'était une autre vision. Là, en l'occurrence, on est déjà venu en 2016 avec le préavis 268 qui fixait la nécessité de transformer, suite à quoi, donc le 5 septembre 2016, le Conseil communal a accepté les décisions de ce préavis 268 qui nous demandait de revenir avec un préavis déterminant la gouvernance, l'aspect financier ainsi que l'avenir pour les collaborateurs. Quoi qu'il en soit, là, vous êtes renvoyé à votre copie. Ça, c'est un fait, on est d'accord. Du coup, là, aujourd'hui, comment vous analysez la position en fait, de tous les partis, quasiment, qui vous ont renvoyé la balle? L'analyse est relativement facile à faire dans un premier temps, c'est que les positions sont claires. La gauche est opposée à la transformation des DSI en une entité de droit privé. La droite y est favorable, mais demande des possibilités de contrôle, d'action, qui ont été prévues au niveau des sociétés filles, mais effectivement pas au niveau du groupe en tant que tel. Oui, parce qu'on va juste rappeler que le projet, c'est le SI Group qui chapeaute. Le SI Group pour main, en tout cas dans le projet, c'est en main à 100% de la commune de Nyon. Et d'autres entités en dessous où là, l'actionnariat serait ouvert au privé. Alors absolument, la partie société d'exploitation serait ouverte au privé. Quant à la partie réseau, la société réseau, elle serait ouverte aux institutions publiques qui amèneraient notamment leur réseau dans cette société. Aujourd'hui, on comprend bien qu'il y a une volonté d'aller de l'avant. Quelle est réellement l'urgence de ce projet ? Alors l'urgence, elle est plus qu'évidente. On a peut-être même déjà un peu de retard par rapport au changement, à la métamorphose du marché des énergies. On l'a encore vu dans le 24 heures ce matin ou hier, je ne sais plus, par rapport à la Romande Énergie qui crée en association avec 3 autres sociétés une grosse société de services dans le monde des énergies. Eux se préparent déjà aux changements qui vont survenir entre 2021 et 2023. Parce que le risque, c'est quoi concrètement ? Le risque, c'est que si on n'a pas la souplesse nécessaire pour développer de nouvelles activités, pour faire des partenariats entre sociétés de même structure, c'est qu'à terme, les réseaux de la ville de Nyon se mettent à coûter à la ville au lieu de leur rapporter. Et à ce moment-là, que va-t-il advenir de ces réseaux? Quels choix devront être faits? Et en ce sens, est-ce que vous rejoignez les propos du syndic, Daniel Rosla, qui, très clairement, dit en fait une structure publique ne permet pas de répondre aux demandes du marché. Il n'y a qu'une structure privée, en tout cas semi-privée, qui pourrait apporter cette agilité. Vous le rejoignez ? Je le rejoins à ce niveau-là, effectivement. On a besoin de cette agilité sur le marché, de cette réactivité. On a vu il y a quelques mois en arrière, dans le 24 heures, où la SEIC Aiglon disait que sur tel et tel sujet, ils ne pouvaient pas faire de partenariat avec la ville tant que ce n'était pas une SA avec la ville de Nyon. Donc voilà, c'est un peu difficile à ce niveau-là. Et je pense que si on veut aller de l'avant, il faut avoir une vision clairvoyante. Alors du coup, aujourd'hui, Vincent Inker, quel est le plan B de la municipalité ? J'aime pas tellement appeler ça un plan B. Je pense que maintenant, on doit se positionner clairement, on doit prendre acte de ce qui s'est passé. Il s'agit d'un renvoi en municipalité, ce n'est pas un refus en tant que tel. Donc on se doit de revenir avec notre objet et les compléments d'information. Mais il n'y a pas matière à mettre en place un plan B pour l'instant. Le fait est, c'est qu'on doit revenir avec notre projet, avec le complément d'information pour adresser les questions qui nous ont été soumises par le Conseil, que ce soit la gauche ou la droite. On le comprend bien, il y a un élément d'urgence qui est assez clair. Du coup, ce renvoi, est-ce qu'il peut prétériter finalement la bonne tenue, la bonne marche de l'entreprise ? Ça ne facilite pas les choses, mais ça n'aura pas d'incidence trop grave au niveau du chiffre. Là où ça devient difficile, c'est que on a effectivement depuis un certain temps une situation de sous-effectif, mais dans l'attente de la transformation SI, des engagements n'ont pas été faits, donc on commence à avoir une fatigue au niveau des collaboratrices et collaborateurs des SI, et cette fatigue, bien évidemment, elle peut avoir une incidence à moyen terme sur la santé de notre personnel, et c'est ça qui n'est pas acceptable. Donc c'est pour ça qu'on doit aller de l'avant et pas attendre encore 6 mois ou 1 an ou 2 ans pour faire les choses.
Vincent Acker, on profite de votre présence aussi pour évoquer une chose positive, cette fois-ci, l'ASAPON, qui fête son anniversaire. L'ASAPON qui est l'acronyme de la Société anonyme pour le pompage et l'adduction d'eau du lac pour la région nyonnaise, fondée en 1978, donc il y a 40 ans. On va peut-être rappeler l'historique. À ce moment-là, c'était extrêmement crucial d'avoir ce cheminement de l'eau potable. Alors, déjà, c'est directement issu en fait de la grande sécheresse de 76. Non seulement il fallait assurer un approvisionnement en eau potable dans la région, mais également l'eau d'arrosage, puisque la SAPON, c'est 23 communes et le syndicat d'arrosage de Nyon et environ. Donc il y avait cette nécessité de pouvoir faire de la gestion de l'eau par rapport au pompage dans l'eau du lac, la gestion des sources, tout cela de manière consolidée. C'était une nécessité compte tenu des leçons tirées de la grande sécheresse de 76. Et ce qui est à relever, c'est que le politique à l'époque a eu cette clairvoyance et cette vision de l'avenir que de mon côté, en tant que municipal des services industriels, j'attends de la part du politique actuel. Voilà, le petit clin d'œil est lancé. Merci beaucoup Vincent Acker pour votre présence. Bel été à vous et à bientôt. Bel été à vous aussi, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. On reste à Nyon. Lundi était organisé l'un des 3 chantiers participatifs à la Grande Jetée. Retour sur cet événement avec ces citoyens qui n'hésitent pas à retrousser leurs manches. Alors on est au 2e jour de nos chantiers participatifs. Ça veut dire qu'on a proposé en fait aux habitants de la ville de Nyon qui le souhaitaient de venir mettre la main à la pâte pour vraiment la toute fin du chantier de la Grande Jetée. Ils ont la possibilité de choisir entre 4 ateliers. Donc il y en a qui sont en train de ratisser du sable, il y en a d'autres qui s'occupent des decks, qui passent de la lasure sur les decks. Un 3e groupe qui est en train de planter les plantes qui vont orner le lieu. Et puis finalement chacun a la possibilité de mettre sa main dans de la peinture pour laisser une trace qui dit qu'ils étaient présents pendant ce chantier participatif. Tous les Nyonnais devraient y participer, du moins ceux qui ont le temps. Pourquoi justement? Pourquoi devoir y participer? Parce que ça crée une magnifique coin pour toute la population, pour les enfants et pour les personnes âgées. L'idée, c'est vraiment de proposer aux gens de s'approprier ou réapproprier les espaces. Alors autant en participant justement à un chantier comme celui-là, après en donnant leur avis sur ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionnerait moins bien, qu'est-ce qui pourrait être utile de faire évoluer. On est en train de mettre du vernis sur le bois, la 2e couche pour le vernis. C'est sympa à faire? Ouais, c'est sympa, il fait beau, les gens sont sympas. Vous êtes venus en copine, entre copines? En copine, exactement, oui. Et puis pourquoi? Comment vous avez été mise au courant de cette action? Sur Internet, via Facebook. Je crois qu'on est en train de protéger le bois contre la pluie et les trucs dans le genre. C'est chouette? Oui. Pourquoi être venu participer à ce chantier? Parce que ça nous faisait plaisir et puis que on aime notre ville, donc on l'aide. Je suis en train de creuser des trous pour planter des arbres. Enfin, en tout cas, du moins j'essaye. De base, je suis venue avec ma maman parce qu'elle a vu l'endroit et elle m'a pas dit. Donc on est venu en surprise. Et là, je trouve que c'est une bonne idée en fait. C'est quelque chose de participatif. Donc je trouve que c'est une bonne idée d'impliquer les gens dans un lieu qui va être public après, dans la construction d'un lieu public. Alors c'est vous qui avez amené votre fille participer à ce chantier, pourquoi? Parce que je trouve qu'il est super sympa et puis je pense que c'est une bonne idée que les gens participent, comme ça après ils apprécient vraiment les choses qu'ils ont. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été mis au courant de ce qu'on allait faire et des projets qu'on avait. J'ai été étonnée de voir que ce n'est pas les habitants qu'on a d'habitude dans les quartiers. Donc c'est intéressant, on touche un autre public. Alors il y a clairement des parents avec des enfants. C'est très mélangé au niveau des origines. Il y a des gens qui parlent anglais, il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Je dirais que c'est tout type d'habitants confondus. Ça me fait plaisir d'avoir aidé la ville de Nyon. J'habite aussi à Nyon, pour moi ça a énormément plaisir. Voilà, et puis je vais continuer encore tout ce qu'ils ont besoin. Comment vous avez été mis au courant de cette action? Alors j'ai reçu par courrier à la maison
Alors c'est ce qu'ils ont marqué, si des habitants à Nyon, ils vont participer pour aider, voilà, pour le petit parc, tout ça. Et je me suis inscrit pour les 3 jours, voilà, samedi passé, aujourd'hui et mercredi prochain. Là, on est à quelques jours de l'inauguration officielle. C'est le cas de le dire, le chantier. Il y a des machines, des barrières, du sable partout. Est-ce que vous serez prêts ? Alors, c'est pas de mon ressort, mais il semblerait que les gens sont responsables de la question sont extrêmement tranquilles et ils pensent qu'ils seront prêts, donc on va leur faire confiance, oui. On sera prêts samedi pour l'inauguration. En bref, la municipalité de Nyon souligne la satisfaction des usagers du nouveau square Perton qui fait l'objet, comme 4 autres lieux d'aménagement temporaire, servant de maquette grandeur nature au futur projet d'espace public. Selon les autorités, ces aménagements incitent plus de 90% des sondés à rester sur place. C'est un événement d'importance qui se tiendra ce samedi 30 juin dans la petite commune de Levaux, l'inauguration de la salle polyvalente des Cimes. On a le plaisir pour en parler d'accueillir la syndic de Levaux, Chantal Landero. Bonjour. Bonjour. Enfin, on y est. On va rappeler l'histoire de cette salle. Oui. On était à Boutouchon en 2016 du chantier et juste avant, au moment où les cartons d'invitation étaient envoyés pour l'inauguration, il y a eu cet incendie qui a tout ravagé. Donc aujourd'hui, à l'heure, à la veille justement de cette inauguration, la satisfaction, j'imagine. Oui, un grand soulagement. Vraiment un grand soulagement. C'est une histoire qui s'est développée sur plus de 7 ans. Donc c'est un joli parcours de vie, parce qu'un projet de cette envergure, il a un historique. Il démarre dans l'esprit de certains municipaux. Après, il se développe, il prend la forme d'un préavis qu'il faut faire valider auprès de son conseil. Un conseil qui dit oui, mais qui souhaite avoir l'aval de la population. Donc on part en référendum avec un vote populaire. Et là, le village, à sa grande majorité, dit oui à ce beau projet. Donc là, l'histoire démarre avec toutes les démarches administratives idoines. Et puis après, la construction du chantier, pelle mécanique, etc. Et on arrive au mois de juillet 2016 à Boutouchon, un mois de l'inauguration. On fait bouquet de chantier. Quand vous suivez un chantier, il y a 2 bouquets. Le premier, c'est celui où on pose un sapin sur le toit. C'est quand la charpente est terminée. Puis le deuxième bouquet, c'est avec le sous-œuvre. Et là, on se retrouve dans la salle avec plus de 50 ouvriers, le vendredi 1er juillet. 3 jours après, tout part en cendres. Donc là, c'est le drame. En fait, au moment de l'étanchéité sur le toit, eh bien, le feu a pris au moment avec le chalumeau et goudron. Voilà, un accident de chantier. Et en fait, la salle part en fumée. Donc là, gros désarroi. Et je ne vous cache pas l'envie de vraiment baisser les bras. Parce que c'est 52 semaines de PV de chantier, de suivi de chantier. C'est un boulot pharaonique des ouvriers, une dimension humaine. Alors, si on n'en reste qu'au matériel, voilà, c'est reconstructible. Mais le choc humain, le choc d'un village, je souhaite à personne d'avoir sa propre maison ou une quelconque habitation qui brûle. Parce que c'est vraiment traumatisant, en fait. C'est l'élément naturel, on se sent impuissant et tout petit. Et puis là, on retrousse les manches, on n'a pas le choix. On fait toutes les démarches administratives. J'ai tout de suite fait le parallèle à un deuil. Quand vous vivez une séparation dans votre famille, on ne vous laisse pas le temps de pleurer celui qui est parti. Tout de suite, vous faites des démarches de la paperasse, etc. Là, c'est la même chose. Donc on rebondit, on fait venir les CA qui dit on vous suit. Donc là aussi, souvent en Suisse, on se plaint de payer beaucoup d'assurance. Donc je peux vous dire que dans ce genre de situation, on est content qu'elle soit là. Les CA qui dit nous, on vient pour autant que vous reconstruisiez à l'identique. Et là, on dit on ne va pas construire autre chose, parce qu'on en était follement amoureux et heureux. Donc on veut la même. Voilà. Des mots forts. On voit toute l'émotion encore aujourd'hui, évidemment, liée à cette histoire. On peut dire que ce bâtiment a déjà une âme qui a une sacrée profondeur. Elle a du poids. Elle a du poids, oui. Samedi, quel sera le programme ? Samedi, une grande fête. Et ça, c'est très important aussi, c'est que cette fête, elle prend une grande dimension liée au drame de 2016. Mais la trame de la fête de samedi, c'est la même. Donc, on n'a pas augmenté les animations, on n'a pas fait plus, on avait prévu le même programme. Seulement, oui, autour de nous, il y a des élans de solidarité. Il y a des collègues qui dépassent les frontières de la commune, forcément, parce que cet événement a touché plus d'un.
Donc voilà, ça va être la surprise de voir qui va venir faire la fête à Levaux, puisque c'est public, c'est ouvert, c'est une fête villageoise. On démarre à 9h le matin et on va finir tard dans la nuit, puisqu'on finit avec des concerts. Au milieu, on espère pouvoir faire voler des montgolfières. Donc là, on a eu droit à des dons d'entreprises qui nous ont soutenus. Il y aura une tombola. Et puis voilà, la fête sera belle avec plein d'animations pour les enfants. On rappellera vraiment peut-être, beaucoup de joie. Chantal Landero, le lieu en lui-même, cette salle, qui revêt une importance régionale. Oui. Ça, c'était important pour la municipalité, en fait. Alors, bien sûr, sur une commune, quand vous prenez une décision comme ça fait causer. Pourquoi est-ce qu'on construit plus grand que nos besoins minimaux ? C'était une volonté dans l'esprit plus loin que nos frontières. C'est une salle de sport. Le sport, il n'a pas de limite. Sur Levaux, on a plusieurs sociétés sportives. C'est pas que des volley qui viennent dans ces sociétés. Et puis offrir une salle avec des dimensions. Donc nous, on construit ce qu'on appelle une VD3. C'est la plus grande des salles uniques. Elle a les propriétés d'avoir des dimensions qui permettent les compétitions cantonales. Donc là, c'est un souffle pour nos clubs, soit villageois, soit de la région, de dire on a un lieu où on va pouvoir organiser des compétitions d'une autre dimension que les tournois amicaux qu'on a pu faire au préalable. Voilà. Inauguration donc de cette salle polyvalente des Cimes, tant attendue ce samedi 30 juin, on l'a entendu dès 9h. La fête, c'est sûr, sera belle. Merci beaucoup Chantal Landero et bonne inauguration donc samedi. Merci beaucoup. On reste dans le sujet des installations sportives avec ce joli coup de la commune de Perrois. Son syndic François Roch annonce l'installation d'une patinoire éphémère et homologuée pour accueillir des matchs jusqu'à la première ligue dès cet automne. Florian Cavalleri. Effectivement, ce soir, on ne présente pas de préavis, mais on communique au conseil communal qu'on va vraisemblablement réaliser un projet de patinoire à Perrois pendant une période de 2 ans. Alors une patinoire ici à Perrois, alors que toutes les communes se battent pour en avoir une, comment êtes-vous arrivé à ce coup de maître ? Ouais, coup de maître, je sais pas, c'est surtout une opportunité, de la chance si on faut, et puis c'est un alignement de planètes qui a fait que on s'en sort avec ce projet et on est très content de pouvoir le réaliser. On l'annonce à Perrois, il va se faire à Perrois dans le cadre des surfaces qui sont dévolues à terme pour le projet de centre sportif régional à Perrois qu'on parle déjà depuis un petit moment. Et ce projet, en fait, il est soutenu par toutes les communes qui sont membres du comité de pilotage, donc c'est un peu les communes de la région reloise et Aubonne également. Ouais. Justement, j'allais y arriver, c'est un projet intercommunal, même interdistrict, puisqu'une commune de l'extérieur du district de Nyon va participer aussi à ce projet. Comment va se passer le financement de cette patinoire ? Alors, bon, ce projet, il est né il y a 1 mois, donc c'est pas un projet qui a été fait en cachette ou quoi que ce soit, c'est simplement une opportunité de récupérer une patinoire qui est laissée par Lausanne dans le cadre des compensations de patinoire du projet de la reconstruction du site de Malais. Et le financement, ça passe pas du tout par voie de préavis dans les communes ou par le biais d'un préavis d'ISREN dans notre région, mais un soutien global des communes répartis sur l'ensemble des communes, mais qui sont chaque fois de compétences communales, les montants, donc de compétences municipales, je veux dire, et surtout par un partenariat, j'ai envie de dire, public-privé. On a bien sûr un soutien du conseil régional, sur lequel on ne pourrait pas réaliser ce beau projet, et puis aussi un gros soutien du Fonds du sport vaudois, qui nous soutient là-dedans, et aussi beaucoup d'entreprises partenaires qui viennent comme sponsors et comme partenaires dans ce projet. On est très contents de ça. Vous l'avez dit, cette patinoire sera là pour 2 ans et en plus, elle aura un toit, c'est-à-dire qu'elle sera construite pour l'année, mais la glace sera d'octobre à avril environ, c'est ça ? Alors, non, la patinoire, elle sera en plein air. C'est une patinoire en plein air, il n'y aura pas de toit. On récupère en fait, pour ceux qui connaissent, la patinoire qui était l'année passée sur le site de la Blécherette. Vers les terrains de foot de la Blécherette, il y avait une patinoire en compensation de Malais, pendant les travaux de Malais, qui était prévue sur 3 ans, mais qui est restée qu'1 année. Lausanne, visiblement, a d'autres projets sur ces terrains. Et donc, nous, on récupère ces 2 années restantes du contrat en partenariat avec l'entreprise Lapati SA, Antoine Desclous, qui est expert là-dedans et qui monte différentes patinoires dans les communes. Puis c'est pas une mini patinoire, c'est une vraie patinoire aux normes, on peut y jouer quasiment jusqu'à la première ligue.
on peut y jouer jusqu'à la Première Ligue, y compris la Première Ligue. C'est-à-dire que c'est une patinoire aux dimensions hockey sur glace. On n'est pas dans le type de patinoire loisir qu'on peut voir dans certaines communes. On est clairement dans un projet sportif, une structure de glace aux dimensions hockey, homologuée jusqu'à la Première Ligue, y compris la Première Ligue. Ouais. Alors, qui dit patinoire dit forcément club résident. Qui sera ce fameux club résident? Alors, comme ancien joueur et membre du comité du HC Nyon, je rêverais que le HC Nyon joue. On est dans le district de Nyon, hein, donc je rêverais bien que le HC Nyon joue là. On est déjà en contact avec eux. On est aussi en contact avec d'autres clubs qui nous ont soutenus dans la démarche, notamment le Star Forward. Et il y aura de la place pour plusieurs clubs. Après, à savoir s'il y aura un résident officiel, on verra. C'est une histoire de club, ça, et plus une histoire d'infrastructure et donc de communes. Mais j'espère que plusieurs équipes, il y a aussi des ligues corporatives ou des ligues de mouvement junior qui auront l'opportunité de pouvoir venir jouer et s'entraîner, parce qu'il manque beaucoup de surface de glace pour les matchs, mais aussi et surtout pour les entraînements. Et on espère que plusieurs équipes seront séduites par le projet et saisiront l'opportunité de venir avoir quelques heures de glace à Perrois. Voilà une annonce qui a suscité de nombreuses réactions. Je vous propose d'entendre l'une d'entre elles, celle de Gilles Davoine, le municipal glandois en charge des sports. Gland, où un projet de patinoire régionale est justement prévu. Alors très honnêtement, je suis très heureux par cette annonce. J'applaudis de deux mains le fait qu'il puisse y avoir une patinoire de cette ampleur déjà rapidement sur le territoire de Perrois. En plus, je pense que c'est une très très bonne chose pour l'est du district qui parfois se sent un petit peu lésé au niveau de la région. Donc je pense que c'est une excellente nouvelle. Maintenant, je pense aussi qu'il y a 2-3 discussions qu'il faudra encore avoir, parce que si c'est seulement pour 2 ans, on n'assurera certainement pas la transition avec la future patinoire régionale. Donc je pense que ce serait une mauvaise situation que des clubs qui s'en vont par exemple de Morges ou d'ailleurs se retrouvent dans 2 ans sans patinoire, parce que là où ils sont maintenant, on leur a trouvé des remplaçants. Donc il va falloir faire très attention à ça, et je pense qu'il y a quelques discussions encore à avoir avec Gland, avec Nyon, avec la région, s'agissant du financement déjà pour ces 2 ans, parce que je pense qu'il n'est pas tout à fait bouclé, et puis surtout pour la suite. De mon point de vue, je pense même que si cette patinoire pouvait perdurer bien après même, et en parallèle avec la future patinoire régionale de Gland, ça serait très bien, parce qu'on manquera toujours d'heures de glace. Le projet de salle de spectacle est balayé par le conseil communal de Gland. La réaction de Patrick Mesmer, l'initiateur du projet, il est au micro de Florian Cavalleri. Alors déjà, en toute démocratie, on prend acte de la décision du conseil communal, d'une commission qui a fait correctement son travail. Malheureusement, j'ai pas pu y participer. En étant récusé, j'ai pu participer ni à la séance de commission, ni au débat du conseil communal de ce soir. Donc c'était forcément biaisé. Et quand on peut pas défendre un projet, ou en tout cas expliquer et tenter de convaincre, pour moi c'était impossible. Donc c'était déjà une démarche perdue d'avance. Est-ce que c'est la mort de ce projet, ou est-ce que vous allez le relancer peut-être sur une commune voisine ou une autre commune du district? Écoutez, sincèrement, moi c'était un cadeau, un investissement que je voulais faire pour cette commune de Gland dont je suis reconnaissant puisque j'y habite depuis 50 ans. Le faire dans une autre commune, pour moi, n'a aucun sens. Alors, je questionnerai les membres de la Fondation qui ont leur mot à dire, mais pour moi, très sincèrement, le bateau a passé et pour moi, le projet est terminé, c'est plié. La commission a même proposé un espèce de lot de consolation en disant de plus vous impliquer dans la programmation de Grandchamp. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il est vrai qu'il y a une véritable politique culturelle qui existe à Gland, et je crois que finalement il y a eu une peur. Il y a une peur qu'elle fasse de l'ombre, qu'elle la remplace, alors que ça n'était rien d'autre qu'un complément. C'était une dimension supplémentaire, c'était ambitieux, mais peut-être trop ambitieux. Vous savez, dans le canton de Vaud, quand on n'a pas toutes les explications, on a peur. Et c'est peut-être ce qui est un peu arrivé ce soir. Mais je prends acte, et c'est la démocratie, et puis show must go on. Voilà. Véronique Villaine est la nouvelle présidente du conseil communal de Gland. Elle succède ainsi à Patrick Vallat. Elle prendra ses fonctions à la rentrée. Florian Cavalleri. Finalement, c'était assez calme parce qu'il n'y a eu pas énormément de motions, de postulats et d'interpellations. 2-3 débats un peu difficiles, mais finalement ça s'est très bien passé. Il faut dire qu'à Gland, c'est plutôt assez calme. On n'est pas dans un conseil, comme on dit, où il y a beaucoup de gens qui interviennent, parce que tout se fait dans les travails de groupe.
Quels ont été les gros dossiers traités pendant cette année par le Conseil ? Écoute, je pense que ce qu'on a vécu ce soir, c'est peut-être les dossiers les plus difficiles qui ont été traités. Il y avait le pont sur la vie creuse quand même, 2 millions d'investissements, qui a fait pas mal discuter les gens. Le fait aussi de cette rallonge de crédit pour le centre sportif d'Ambord, là aussi ce soir, qui a été difficile à faire passer la pilule, parce que quand on demande une rallonge, c'est jamais très facile pour la municipalité. Ils se sont bien défendus, et le Conseil a compris aussi qu'il fallait faire confiance, et qu'on peut avoir effectivement des rallonges qui peuvent intervenir. Non, mais finalement, il n'y a pas eu de gros objets difficiles et compliqués. Quel est le style que vous avez voulu insuffler à ce Conseil en tant que président ? Alors d'abord l'ouverture d'esprit, l'écoute, et puis j'ai insisté énormément pour que les gens débattent. Mais quand ils débattent, ils n'attaquent pas des personnes, mais qu'ils attaquent plutôt des idées, des solutions, ou proposent des idées et des solutions. Mais surtout pas attaquer les personnes. Donc je voulais vraiment un débat, pas collégial, mais plutôt agréable, et que les gens se sentent à l'aise de discuter. Et c'est pour ça que j'avais mis en place aussi des petits cours pour les nouveaux élus. Il y a eu 4 soirées qui ont été organisées pour que les gens soient un peu mieux formés à comprendre comment un conseil communal fonctionne. Ce soir, vous avez été élu à la présidence du conseil communal glandois et ça commencera dès septembre prochain. Quelle est votre réaction ? Ça commencera même un petit peu plus tôt parce que le premier conseil est le 31 août de mémoire. Donc ça sera même avant août. Je suis très contente, très flattée, même si ce n'est pas vraiment une surprise avec notre système de tournus. C'était quand même plus ou moins imprévisible. Mais c'est une belle élection avec bon nombre de voix. Donc je suis assez contente et je me réjouis de diriger cette noble assemblée et tous ces débats que j'espère fructueux, ce qui n'est pas toujours le cas au Conseil de Gland, mais parfois on a des jolis débats. Ça fait 8 ans que vous êtes conseillère communale et on vous a senti très émue à l'annonce de votre élection. Oui, ça fait 8 ans que je suis conseillère communale, j'ai été chef de groupe, membre de la commission de gestion, maintenant je m'intéresse plus au conseil interrégional. C'est une suite un petit peu logique, une prise de responsabilité au sein du groupe. Et oui, j'en suis heureuse et flattée. Et c'est agréable de sentir qu'on a les gens derrière vous et puis qui vous accueillent avec plaisir. Quel va être le style que vous souhaitez imprimer à ce conseil ? L'humour, probablement. Je pense qu'on fait passer beaucoup de choses avec humour et ironie, plus que dans le ton très sérieux et très grave. Je pense que j'aimerais avoir de l'humour dans ce conseil. La commune de Rolle présentait ses comptes 2017 cette semaine, des comptes qui affichent un déficit compensé par les réserves. Andrea Braslepo. Le bilan des comptes communaux 2017 est plutôt positif, même si on a encore un déficit comblé par des réserves. Je crois pouvoir dire que c'est la dernière année de cette situation, étant donné que déjà en 2018, on se rend compte de certaines difficultés financières et que, évidemment, en 2019, la situation se dégrade profondément. Vous avez corrigé ce soir une erreur. D'où vient cette erreur ? On fait un budget et à l'arrivée, il y a forcément un déficit qui était d'ailleurs prévisible dans le budget. Donc il est juste confirmé, hormis évidemment ces 360 000 qui ont été oubliés dans les revenus. Et le montant est très important, évidemment c'est une erreur humaine puisqu'on manipule énormément de chiffres, on a un logiciel comptable qui exige beaucoup de manipulations écrites. Donc de transfert de données et de ce fait, l'erreur forcément un jour arrive. Malheureusement, elle arrive sur une somme assez importante, mais c'est pas, absolument exceptionnel, c'est tout à fait normal. Quelle incidence a du coup ce chiffre sur le bilan concrètement ? Bon, concrètement, évidemment, il manque 360 000 francs de revenus en 2017, qui seront évidemment reportés en 2018. Donc ça fausse artificiellement ou naturellement les comptes. Est-ce qu'on peut parler d'une hausse d'impôts à ce stade actuel des choses ? Non, parce que nous sommes encore avec beaucoup d'éléments manquants par rapport à des ressources futures. Nous attendons du canton évidemment des précisions. Ces précisions ne viennent pas. Nous avons bien sûr nos propres plans d'investissement à revoir. Et bien sûr, des économies à envisager. Donc le taux d'imposition qui aurait pu être voté, qui a souvent été voté au mois de juin, ne le sera pas cette année. Il sera le plus tard possible, pour autant qu'on ait tous les éléments pour le préparer et le présenter.
Vous parlez d'éléments manquants, c'est un terme qui a inquiété ce soir le Conseil, qui a d'ailleurs dit qu'il manquait des chiffres, notamment par rapport aux associations. Qu'est-ce que vous répondez à ces inquiétudes? Je réponds qu'évidemment chaque association a sa problématique de présenter des résultats, avec une démocratie qui évidemment impose un conseil souvent intercommunal, donc évidemment des délais par rapport aux décisions qui doivent être prises au sein de ces conseils. On ne peut pas les court-circuiter, on ne peut pas précipiter les choses, au risque évidemment que ces associations intercommunales aient aussi des chiffres flous et manquent de transparence dans leurs résultats. Je préfère céder ma place à une personne. Ce soir, le président Christian Hey a également annoncé la démission de Madame Dominique Perren de la Commission des Finances. Une démission de plus, 3 pour cette année. Quelle analyse est-ce que vous portez sur cette démission de plus ? Beaucoup de turnover sur la Commission des Finances, qui, comme il a été évoqué ce soir, a une lourde charge, beaucoup de séances à prévoir pour l'analyse des comptes. Donc ça fait peur. Aujourd'hui, s'investir politiquement, c'est déjà lourd. Mais quand il s'agit de s'investir dans une commission qui se réunit plus d'une vingtaine de fois par année, évidemment, ça fait peur et ça décourage. Et puis, bien sûr, il y a toute cette question du peu d'autonomie des communes qui font qu'au fond, la Commission des Finances se dit avec le Serge, si je pouvais décider où collaborer que pour une petite partie des finances d'une commune. Harold, toujours, c'est la fin de la présidence de Christian Hey au Conseil communal. Il cède sa place à Philippe Blazer. On retrouve Andrea Braslopo. Ce qui est très difficile comme président, c'est de ne pas prendre position sur les dossiers et les débats et de rester neutre. Et j'avoue que ça, c'est un exercice que je n'ai pas tellement aimé. Parce que j'aime bien faire savoir ce que je pense. Donc je suis assez content de redescendre. Mais justement, aujourd'hui, vous descendez du perchoir pour reprendre une place au sein de la Commission des Finances. Selon vous, quels seront les principaux enjeux ? Ah, mais ça, vous savez, il n'y a rien de changé depuis que j'étais candidat à la municipalité. Honnêtement, les finances, c'est un énorme problème à rôle. C'est une commission très lourde. Et j'ai été membre de la Commission des Finances antérieurement, donc avant d'être président du Conseil, pendant plusieurs années. C'est une énorme astreinte et puis j'ai un emploi du temps qui ne me facilite pas la vie. Donc je ne sais pas combien de temps je pourrais rester à la Commission des Finances. Mon opinion politique, je ne suis pas du tout partisan d'une augmentation des impôts. Je suis partisan qu'on révise un certain nombre d'activités, disons des organismes publics, pour voir si on ne peut pas faire des économies quelque part. J'entends, on a vécu dans le luxe, vous savez. On vit encore dans le luxe. Et peut-être qu'il y a des choses qu'on peut revoir et avoir plus de cyber-administration, des choses comme ça. Je pense que les fusions, c'est absolument génial. On va avoir d'autres personnes avec nous, on va pouvoir ensemble aborder l'avenir. Moi, je trouve ça fascinant. Du coup, votre successeur en la personne de Monsieur Blazer, est-ce que vous avez un conseil à lui donner ? Non, je n'ai pas de conseil à lui donner. Il était directeur des écoles. C'est quand même pas quelqu'un qui doit être mal à l'aise quand il est face à quelques autres. Non, il va aussi apprendre à maîtriser le règlement du Conseil. C'est pas tellement compliqué. On n'apprend pas à être président avant d'être président. Les hirondelles et les martinets ont finalement fait leur apparition à Sertines-sur-Rolle, de quoi faire la joie d'un habitant qui veille jalousement à leur confort. Andrea Braslepo et Florian Cavalleri. Oui, ils sont arrivés par vagues. Les premiers sont arrivés autour du 15 mars. Et on a eu peur avec Père d'Argenton, on a eu parlé, c'est un spécialiste féchi des martinets et des hirondelles. Et il m'a dit que oui, effectivement, ils sont arrivés beaucoup plus tard. Ils sont arrivés par vagues. Et puis fin avril, c'était bon. Ils sont là. Elles étaient là. Puis alors chez vous, la particularité, c'est que vous avez plusieurs espèces. Au moins 2 espèces d'hirondelles. Et puis bien sûr, le martinet noir. Exactement. Le martinet noir, j'ai commencé il y a 3 ans. Quand on a rénové la maison, il y avait l'échafaudage. Alors j'ai profité de mettre des nichoirs que j'ai fabriqués moi-même. Et voilà, ça a commencé la première année avec un couple. J'ai mis un CD pour les attirer. Et deuxième année, j'ai eu 2. Et cette année, j'ai 3. Mais il y a environ une vingtaine de martinets qui tournent autour de la maison, des jeunes, des précurseurs pour l'année prochaine.
Oui, puis comme vous l'avez dit, vous avez vos petits trucs. Alors c'est le pain sec pour les attirer, le CD de musique et puis surtout ces nichoirs. Alors ces nichoirs, si on est intéressé, si on a aussi envie d'apporter sa pierre à la biodiversité en accueillant des martinets et des hirondelles, où est-ce qu'on les trouve? Parce qu'ils sont assez particuliers. Oui, alors c'est des boîtes qui sont vraiment exprès pour les martinets. J'en fabrique moi-même. J'en ai déjà livré dans plusieurs villages, Saint-Georges, Sobra. Enfin, je les fabrique moi-même. Et puis si quelqu'un en demande, j'ai de la réserve. Ok, puis pareil pour les hirondelles. Les hirondelles, alors là, j'ai acheté chez Landy des boîtes artificielles, parce que chaque fois qu'ils construisent un nid, c'est les moineaux qui cassent tout et ils volent le nid. Alors j'ai acheté, puis ça marche bien. Ils ne peuvent plus venir, les moineaux. Alors merci beaucoup pour toutes ces informations. Je crois qu'elles vont s'envoler bientôt. Quand est-ce qu'elles repartent, ces hirondelles et ces martinets? Les martinets, ils partent fin juillet, début août, et les hirondelles fin septembre. Voilà, avant de nous quitter, vous annoncez cette nouvelle identité du Conseil régional qui s'appelle désormais la région de Nyon. Nouvelle communication, nouveau logo également. Un logo qui est représenté sous la forme d'un chamois stylisé. Le nouveau visage du Conseil régional est donc la région de Nyon, qui est d'ailleurs l'objet du débat à suivre dans quelques instants sur NRTV. Voilà, c'est la fin de cette édition et c'était d'ailleurs la dernière édition avant la pause estivale. Ne manquez pas durant cet été nos traditionnelles émissions spéciales au Paléo Festival. Et puis on se retrouve évidemment à la rentrée après le congé estival. Je vous souhaite d'excellentes vacances et d'ores et déjà un magnifique Paléo Festival à celles et ceux qui s'y rendront. À bientôt, ciao.